Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je suis une alcoolique en rétablissement. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, nous recevons un membre de cette fraternité qui va venir nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, bonjour Tommy. Allô. Je te laisse la parole, tu peux commencer. OK. Bon, salut tout le monde. Mon nom, c'est Tommy. Je suis un alcoolique en rétablissement aussi. Je suis bien content de faire partie de ce moment avec Un jour à la fois. Ça fait ma deuxième fois que je fais ça. La dernière fois que je crois que c'était en 2010 ou 2011. Puis j'ai bien aimé l'expérience. On va commencer par le début. Ma nouvelle date d'abstinence, je dis bien ma nouvelle date d'abstinence, c'est le 6 juillet 2009. Comme tu peux peut-être deviner, j'avais du temps, puis j'ai rejeté. Je parlerai pas de ça tout de suite, de cette boîte-là. Je vais parler plutôt comment je suis arrivé, comment j'ai trouvé Alcoolique Anonyme. Moi, je suis comme dans la famille, le mouton noir, le mouton noir de 4 enfants chez nous. Je suis venu au monde sur une terre, sur une ferme laitier, où c'était à ce côté de mon papa. Il était 14 enfants. Et comme petit gars, 3e de 4, j'ai mon frère qui a 4 ans plus vieux que moi. Ma sœur la plus vieille est 7 ans plus vieux que moi. Et j'ai une petite sœur qui est 4 ans plus jeune que moi. Fait que moi, j'étais comme dans le milieu de cette gang-là, là, tu sais. Fait que j'étais délaissé tout seul à la maison. Un jeune garçon, je parle. J'étais délaissé tout seul à la maison, vu que ma sœur était pas au monde, ma petite sœur, puis mes 2 autres siblings étaient partis, comme mettons, à l'école, ou ils allaient jouer avec dehors, et tout ça, mais moi, j'étais laissé tout seul à la maison avec ma mère. Fait que je suis devenu petit gars à un moment. J'ai ri de ça aujourd'hui, mais ça a eu un effet sur ma vie plus tard dans ma vie. Je me suis rendu compte, quand je suis arrivé avec vous autres plus tard, quand ils appellent ça la dépendance affective, je me suis rendu compte que j'étais je suis dépendant affective. Est-ce que c'est à cause de ça? Je dirais que oui, il y a un lien à ça. Comme je disais, j'étais collé sur la jambe vraiment littéralement à ma mère. J'étais un petit gars timide, peur, très insécure. Puis avec maman, mais je me sentais sécure à ses côtés. Comme je te dis, je suis venu au monde sur une terre, puis fait que c'était large et grand à l'extérieur de la maison. Fait que quand ma mère elle disait que je m'en vais au jardin chercher des légumes, je disais moi aussi. Je me la tenais vraiment, vraiment après sa jambe, là. Puis elle disait, mettons, je m'en vais en haut faire de la ménage, je disais moi aussi. Je m'en vais dans la grange chercher des œufs, moi aussi. Fait que j'étais tout le temps collé avec ma mère. Puis elle, c'était une relation, je dirais pas ça malsain. Elle m'a essayé de me protéger le mieux qu'elle pouvait, je pense, que ma mère, tu sais. Elle m'a donné qu'elle pouvait me donner à ce moment-là. Je faisais mes petits dodos l'après-midi, puis elle me chantait des chansons, puis je m'endormais de même. Fait que grandir là-dedans, à un moment donné, j'étais à l'école, tout ça. Puis mon frère, comme je te dis, il avait 4 ou 5 ans plus vieux que moi. 4 ans et demi plus vieux que moi. Puis, comme petit gars, quand il y avait des travaux à faire, quand je suis venu plus vieux,
à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans. Quand il y avait des travaux à faire autour de la maison ou à l'extérieur, tout ça, ben c'était tout le temps mon père, il demandait tout le temps à mon frère d'aller avec. Puis moi, je me sentais comme délaissé tout seul, mis de côté. Fait que je me suis senti rejeté. Pas comme, viens-t'en à Tommy, viens-t'en avec nous autres ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, comment j'attirais l'attention de mon papa? Ben, je faisais des gaffes. Je faisais vraiment des gaffes, là, comme, on avait une cabane à sucre, puis il y avait des chevaux de trait devant la cabane, puis il y a un dimanche qu'on a fait un party de cabane à sucre, puis il y avait bien du monde, puis moi j'embarque sur un cheval, c'est des chevals de trait, là, c'est des pattes, là, des grosses pattes. J'embarque sur un cheval, puis je fais mon comique, ma clown, là, puis je dis « Hey, regarde-moi! » Puis il y en a un qui m'a boqué, puis j'ai tombé en dessous de l'autre cheval. Puis là, avec un traîneau d'une vingtaine de pieds, là, les autres, ils étaient pas attachés. Si ici, il était parti, je serais pas ici aujourd'hui, ça c'est sûr. Fait que mon père, il m'a pogné, il m'a chicané, il m'a emmené à l'hôpital parce que j'ai pissé dans mes culottes, j'ai eu peur, tout ça. Une autre fois, mon père était sur le toit avec mon frère en train d'éteindre un feu dans la cheminée. Puis moi, j'étais là, papa, tu sais. Puis j'avais un marteau, puis je cognais sur les marches du ciment. Puis il y a un morceau qui m'a rentré dans l'œil. Puis toutefois que je fermais mon œil, le sang sortait. Mais c'était la façon de tirer. Je me suis rendu compte avec vous autres, en rétablissement, c'était ma façon de tirer l'attention de mon papa, même s'il me donnait de la merde, même s'il me chicanait, c'était ma façon de tirer sa attention. Je peux te donner plein d'exemples comme ça. Fait que j'ai grandi comme ça, puis j'ai commencé à travailler sur la terre, puis je dirais que j'avais 11 ans. Première fois, j'ai chauffé un tracteur, puis les frères à mon père, mais c'était vraiment des Cro-Magnons. C'était des hommes de cabine. Les autres, ils parlaient pas de la bourse comme Bill, là, mettons. Là, ils parlaient pas de la bourse à New York. Les autres, c'était comme... on coupe le foin un matin, puis on rentre ça dans la grange, puis on place des belles de foin dans la lance, puis c'était de l'ouvrage physique très dur. Puis c'était une gang d'alcooliques. C'est bon, mon père... il y en a qui sont décédés de cette maladie-là. J'ai vu... j'ai eu un de mes oncles qui travaillait dans les mines. Il s'appelait Bernard. Puis une pièce d'homme, là. À la fin, là, il était jaune. Il y avait le jaunisse, là. Puis il pesait comme 100 livres, là, t'sais. J'ai vu ça, jeune. Mettons, j'avais 14, 15 ans. Mettons, 15, 16 ans. J'ai vu ça, du monde dans ma famille, de côté de mon père. Mourir de la maladie de l'alcoolisme, mais moi, je sais pas si c'est de la maladie de l'alcoolisme. Il meurt. Je sais pas c'est quoi, moi. Fait que c'est ça. J'ai grandi pas mal rough. Mais pas le temps de chômer ben parce que les vaches, ça prend pas des congés, les autres. C'est de la traite 2 fois par jour. C'est 5 heures debout le matin. Puis moi, ma job, c'est d'aller chercher des vaches dans le champ avec le collier. Puis il fallait que je me lève, tu lèves pas et puis tu es en dehors de la fenêtre, là, tu vas y aller. Fait que c'était ça, mon jeune âge, de 0 à 16 ans, là. À 16 ans, là, moi, j'ai comme débarqué de ça. J'étais écœuré de me faire brasser, j'étais écœuré de me faire tabocher, tout ça. Fait que là, mon père, c'était le plus vieux de 14. Et le plus jeune, c'était un prêtre. Puis moi, je suis descendant irlandais. C'est stéroïde. Vraiment, c'est stéroïde parce qu'on allait à la messe, là, à tous les semaines. Mon père était à genoux à tous les matins. Je me souviens, je lis sa chaise chez moi, où ce qu'il se mettait à genoux dans la cuisine. Je me levais le matin pour aller travailler. Il était à genoux puis il priait, tu sais. Fait qu'il était très croyant. Mais par contre, il y avait un jeune frère, le plus jeune. Lui, mon père, c'était le plus vieux. Puis mon oncle Joseph, le plus jeune, il était un prêtre. Puis moi, je viens émotif quand je parle de ça, mais le pardon a été fait, quand même. Tout ça, qu'est-ce que je vais vous conter? J'ai été abusé sexuellement. J'ai été abusé par mon oncle à partir de l'âge de 7 ans. Jusqu'à 13 ans, c'est arrivé 3 fois.
Puis moi, avant ça, là, j'étais comme je dis, un petit gars timide, pogné, gêné. Mais j'étais j'étais dans une bien-être quand même dans ce milieu-là religieux, aller à la messe, servir la messe. J'étais bien. J'étais comme dans un bien-être. J'étais confortable même. J'aimais ça jusqu'à temps que cet événement est arrivé. J'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe dans ma jeune tête de garçon? Là? C'est quelque chose de pas normal. Là. En tout cas, c'était dégueulasse. Là. Fait que, comme je te dis, c'est arrivé 3 fois. Puis la dernière fois, j'ai dégueulé dessus. J'ai dit, mon chien sale, tu vas arrêter ça. Je vais dire à mon père puis ma mère. Puis lui, il était chaud, il était sous. Puis oui, j'ai dit ça à ma mère. La première personne que j'ai dit que c'était à ma mère. Puis elle capotait. Elle dit, mais on est des vieux cochons, nanana. Fait que là, moi, je pleure. Puis là, elle va chercher mon père. Son mari. Puis elle dit, hey Tommy, dis ça à papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, j'ai dit ça à mon père. Puis mon père, il a dit à moi, il a entré dans ma face, il dit, si tu dis ça encore, là, mon petit Chris, là, je te donne une bonne claque sur la gueule. C'est pas vrai, arrête de mentir. Fait que j'ai fermé comme une nuit. J'en ai jamais parlé de ça, après ça. J'ai gardé ça avec moi. Dis-moi, je te dis que ça boit bien. En tout cas, j'ai fait la marde. Je me suis m'en allé dans la vie avec ça, dans moi. Et s'il y a si ça donne qu'il va y avoir des homosexuels ou des lesbiennes ou qui vont écouter cet enregistrement-là, aujourd'hui, j'ai rien contre vous autres. Mais dans le temps, j'avais un gros ressentiment face aux gays. Un gros ressentiment. Ouais, hein? Ouais. Gros départ. On va s'arrêter pour une pause, Tommy, puis on va revenir tout de suite après. Merci. Okay. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Je vais maintenant vous lire un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré du livre Les réflexions quotidiennes. C'est la lecture du 14 mars. La clé de voûte. Il est le Père et nous sommes ses enfants. Ce concept simple, comme la plupart des bonnes idées, fut la clé de voûte de l'arche nouvelle et triomphante qui s'ouvrait sur notre liberté. Tiré du livre Les alcooliques anonymes, page 57. La clé de voûte est cette pierre en forme de coin située au sommet d'une arche et qui maintient toutes les autres en place. Les autres pierres sont la première étape, la deuxième, la quatrième et les autres, jusqu'à la 12e. En un sens, cela donne l'impression que la troisième étape est la plus importante, que les 11 autres doivent s'appuyer sur elle. Mais en réalité, la troisième étape n'est qu'une étape parmi les autres. Elle est la clé de voûte. Mais sans les autres pierres, qui forment la base et les montants, avec ou sans clé de voûte, il ne peut y avoir d'arche. Grâce à la pratique quotidienne de toutes les étapes, je trouve sur mon chemin cette arche triomphante par laquelle je passe pour aller vers un autre jour de liberté. Merci, Tommy, pour cette belle lecture. Alors, on va poursuivre ton partage, Tommy. Bon. Right. OK, de retour. Bon, je vais continuer mon petite histoire. Merci pour la lecture. Moi, j'ai bien aimé ça, cette lecture-là. Quand j'ai fait les étapes expliquées, il parlait de la quatrième dimension, Bill. Puis sans la hache, c'est sûr qu'on peut pas passer au travers, arriver à cette quatrième dimension-là. Fait que j'ai bien aimé la lecture aujourd'hui. Ça a fait mon affaire. Fait que c'est ça. Je vais continuer. Moi, j'ai commencé, comme je disais, je suis tombé alcoolique, toxicomane, en établissement. J'ai commencé mon premier consommation à l'âge de 15 ans ou 16 ans. Je me souviens pas exactement à quel âge. Je pense que c'était 15 ans. Mon père, quand il s'est pogné avec ses frères et tout ça,
Il a vendu ses parts de la ferme. Puis on a déménagé dans une grosse ville. Ça s'appelle Oka. Pour moi, c'était une grosse ville parce que moi, ce que je suis venu au monde, là, si t'avais pas de la lune dans le ciel, là, il faisait noir. Parce qu'il y avait pas de lampadaire où ce que je suis venu au monde. Fait que moi, quand j'étais arrivé dans ce village-là, là, j'étais comme, yes, je suis arrivé à quelque part. J'étais comme content. Il y avait des lampadaires, il y avait une dépanneur, il y avait une stand à patates frites. Puis, sur le bord de ma mère, c'est une métisse amérindienne. Puis, elle avait de la famille, justement, dans sa réserve à Ganasdagi, en haut de la côte, où il y a eu de la crise en 90, que tout le monde s'en souvient. Fait que j'avais déjà des liens avec la famille là-bas. Hey, c'est là que j'ai commencé à consommer. C'était dans une party de soirée dans le bois, comme ça, c'était dans les années 70. Moi, j'ai 68 ans. Fait que c'était dans les années 70, les meilleures années en passant. Fait que on tourne de la feu, là, comme des hippies, là, style la guitare, les bongos, puis c'était fun, c'était la fête, puis tout ça. Puis il y avait de la bière et tout ça. Puis là, un de mes amis dit « Tommy, veux-tu essayer ça, tu sais? » Puis comme je te dis, moi, j'étais un petit gars timide, quand même gêné un peu. J'ai dit « Ouais, faut bien l'essayer, tu sais. » Fait que moi, j'ai vu de l'alcoolisme dans ma famille, tu sais, comme je te disais tantôt. J'ai vu du monde tomber. Ma mère criait après mon père, « T'as bu encore? » Fait que moi, je me disais, ben, je sais pas comme ça, tu sais, dans ma petite tête à moi. J'ai pris la bouteille, la bière, ça s'appelait du Brodeur. C'était comme la bière la plus forte du temps, là, tu sais, il y avait du 9% d'alcool dedans. Fait que, et puis il dit, puis en plus, prends la poire, puis mets-les dedans, puis essaie de la boire toute d'une shot, tu vas voir, tu vas pogner un méchant buzz. OK. Fait que moi, j'étais comme yes man. Fait que j'ai siphonné ça, puis j'ai fait un blackout. Mon premier expérience avec l'alcool, j'ai fait un blackout. Je me suis réveillé dans la cour chez nous, ma mère est dans la fenêtre, puis elle pleure, puis elle me regarde, puis elle dit « Oh mon Dieu », puis elle se pogne la tête de même. Pour moi, elle se disait « Pas un autre », tu sais. Fait que effectivement, c'était un autre. Fait que c'était le début de la fin. Fait que puis en passant, si tu penses, tu vas voir, j'ai un petit accent, mais moi, je suis anglophone. Ma langue maternelle, c'est anglais. Mais par contre, la langue que je parle présentement, c'est grâce à la consommation. Parce que le pusher du village, c'était un francophone. C'était un Québécois. Il parlait pas un esti de mot anglais, tu comprends-tu? Fait que moi, qu'est-ce qu'il y avait dans les poches, moi, je voulais l'avoir. Fait que j'allais le voir, puis je savais... Parce que moi, j'ai essayé d'autres substances, parce que vu que je buvais vite de même, il y en a qui m'ont donné des speeds, tu sais. Fait que je prenais des speeds, tellement j'avais des yeux comme des capes de roue, là, tu sais. Yeah! Fait que j'ai pris ça, puis il disait, ben c'est lui qui en vend, tu sais, c'est lui qui a ça, lui qui a ça. Il s'appelait Serge. Fait que je vais voir Serge, puis je dis bonjour. Bonjour, mon nom c'est Tommy. You got something, you got quelque chose que je veux, moi, tu sais. Fait que je parlais tout croche de même, mais lui, il parlait un petit peu anglais, fait que ça fait un bon mix, moi puis lui ensemble, moi puis Serge. Fait que je me suis tenu avec longtemps, on avait même fait un petit business ensemble. Je prends un petit gogé. Fait que c'est de même que j'ai commencé à parler français. Fait que c'est deux affaires que je vais dire que c'est positif dans mon actif. C'est la langue que je parle présentement, puis le système métrique. Parce que moi, à l'école, c'était pas des kilos, c'était des onces et tout ça. Mais j'ai appris c'était quoi un kilo. J'ai appris c'était quoi un gramme. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est quand même quelque chose de positif, tu sais. Mais il y en a juste deux. Il y en a juste deux. On va fermer la parenthèse, là. Parce que le reste, c'est le ouf. Tu sais, en tout cas, dans le gros livre, ils disent qu'on dérange au-dessus d'une centaine de personnes. Mais moi, j'ai dérangé le village au complet. Tu comprends-tu? Vu qu'il y avait juste, on était comme 3000 habitants. Puis quand j'avais 18 ans, je me suis acheté un vieux Chevrolet Impala.
Puis mon père, il m'a dit, Tommy, les tires en avant, là, pas bon, tu vas te scraper, tu vas... Mais comme de fait, une chance que c'était pas un gros accident que j'ai eu, là. J'étais avec une fille, puis on avait bu, puis on a pris des Mandrax. Les Mandrax, c'était des downers dans le temps. Fait que moi, je suis là avec ma blonde, tu sais, dans le village, je fais mon frais, là, tu sais, convertible, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, je me suis endormi, puis j'ai rentré dans un poteau avec le transformer dessus. Le transformer a sauté, fait que la moitié de la village a tombé en blackout. Fait que, tu sais, fait que c'est comme... Puis un petit village, tout le monde connaît tout le monde. Puis que là, la police est arrivée, puis ils m'ont pas arrêté. Ils m'ont juste dit, va-t'en chez vous. Puis il était chanceux, hein, vraiment chanceux. Puis mon père, il a fait tower le char, puis en tout cas, j'ai mangé de la merde. C'est sûr. Puis c'est là que la descente a commencé pour moi. Je consommais de plus en plus. Et je me ramassais tout le temps des places de pas d'allure avec du monde que des fois je connaissais même pas. Je me réveillais avec du monde que je me connaissais même pas. Puis j'ai envie juste de vous dire, j'ai la misère à rester assis tranquille parce que moi, j'étais un drummer, moi. Moi, faut que je bouge tout le temps. Puis même aujourd'hui, j'ai la misère à rester tranquille. Ben c'est mieux. Mais quand je suis arrivé avec eux autres, j'étais pas capable de m'asseoir dans une salle de meeting, t'oublies le projet, je me prenais partout, tu sais, j'étais pas capable de rester assis. Puis j'étais tout le temps en train de taper sur quelque chose. Fait que ça c'est Dieu qui m'a donné cette don-là. Ma mère, elle me disait que je jouais dans ses chaudrons quand très jeune avec des cuillères à bois. Moi, je m'en souviens pas de ça, là. Mais elle dit, tu tapais partout, t'étais tannant, t'es un petit tannant, là, tu sais. Puis il m'a acheté un guitare, il m'a acheté un violon. Il voulait pas que je jouais de la batterie, mais ça faisait du bruit. Puis un de mes oncles, mais lui, il était un joueur de batterie, puis aïe, trois fois que j'allais chez eux, là, je dis, mon oncle, j'allais jouer sur la batterie en bas. Il dit, ouais, vas-y. J'allais jouer, là, je me défoulais, puis tout ça. Et que c'est ça. Puis là, moi, mon père, c'était comme le feu puis de l'eau, là. On se pognait tout le temps parce que moi, à l'âge de 18 ans, j'ai fini l'école. J'ai pas eu mon diplôme parce que je faisais juste une apparence. J'allais pas à mes cours, je faisais tout le temps mes cours, là. Je consommais plus, puis je vendais. Anyway, fait que mon père, lui, vu qu'il était un travailleur d'une génération des travailleurs. Lui a commencé à travailler à l'âge de 7 ans dans le champ, puis il a toujours travaillé toute sa vie, tu sais. Fait qu'un homme, ça travaille. Mais moi, c'était pas ça. Moi, je voulais chiller, là. Tu sais, tu comprends-tu? Je fume un joint, puis on coupe CKGM FM dans le temps, avant la chambre, puis on écoutait de la musique, puis on chill, c'est, tu sais. Mais mon père, là, lui, il n'y a pas de chillage chez nous, là, tu sais. Fait que, il dit, hey, lève-toi, là, va te travailler, blablabla, là. Fait que, j'étais sous mon cas, fait que j'ai décidé de déménager. Fait que j'ai eu un contrat, justement, par la radio, pour la musique, à Montréal. Ça, c'était en 75, 76. J'ai commencé à jouer avec un band qui s'appelait Manuel Bro et Transit. J'aimais le nom. Je disais, waouh, c'est tout un beau nom. T'sais. Fait que j'ai commencé à jouer la musique à Montréal. Fait que ma carrière de musique, je vais te dire tout de suite que la consommation de alcool et drogue, c'est un voleur de rêve. Mm. C'est un voleur de rêve. Je le répète, c'est un voleur de rêve. Je parle de ça, puis je me souviens là que je suis bon à ce que je fais. J'étais un bon drummer, mais la consommation a eu le dessus parce que quand j'arrivais pour être payé à la fin de la soirée, mais là le propriétaire disait tout le temps, mais Tommy, c'est toi qui me dois 150 piastres, t'sais. C'est toi qui me dois 200 $, t'sais, parce que j'ai bu toute la soirée, je faisais fronter de la boisson, puis je buvais, puis je m'en rendais pas compte. Un voleur de rêve. T'as bien raison, Tommy. Oui. On va s'arrêter de nouveau pour une pause, puis on va continuer après. Merci. D'accord. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 3e segment. Notre site Internet, unjouralafoi-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire. Et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Alors, on va poursuivre ton partage, Tommy. D'accord. Salut encore, Tommy alcoolique. Fait que je vais poursuivre avec mon histoire de musique, quelque chose qui me tenait à cœur. Mais pas fleuri comme j'imaginais que c'était pour être. Comme je disais tantôt, la consommation, plus ça avançait, plus que je consommais, puis plus que je expérimentais avec différentes substances. Tout assez, sauf l'aiguille, parce que j'ai peur des aiguilles. Probablement, c'est pour ça que je respire encore, parce que j'ai un peur fou des aiguilles. Je vais chez le dentiste encore aujourd'hui, puis j'ai peur. Fait que c'est pour ça que je respire encore. Fait que, tiens, la consommation, ça coûte cher. À un moment donné, je me suis ramassé dans mon grand 1,5. Sur la rue Taché, je me souviens c'est où, la rue Taché Henri Bourassa à Montréal. Puis j'avais encore mon set de batterie, je l'avais pas pawné, j'avais pawné ma guitare, j'avais pawné mes autres instruments, j'avais un violon à un moment donné, j'ai pawné ça. Mais j'ai gardé mon batterie, je voulais pas la pawner. Fait que j'ai appris d'autres métiers. J'ai rencontré une fille, puis son cousin, c'était un bandit. Puis lui, il m'a montré comment sauter des comptoirs, puis faire des petites... des vols à étalage, puis tout ça. Fait que... merci mon Dieu, je ne me suis pas fait pogner. Ça a duré 1 an à peu près. J'ai appris aussi à ouvrir des coffres. C'est un de ses chums à lui, il savait comment le faire ça. Il m'a montré comment le faire. Que moi, j'étais un gars de buzz. Moi, j'aime ça des hits. Même aujourd'hui... j'aime ça des hits, que ce soit bon ou pas bon. J'aime ça des hits. En tout cas, je serai pas là-dedans, là. Fait que c'est ça. Fait que je vois que ma vie a pas de sens. Là, je vois que ma vie est comme... C'est pas une vie que je visionnais. Je visionnais, comme je te dis, être un joueur de musique, jouer dans un big band, faire la tournée du monde, puis... j'avais des grosses rêves, mais il n'y a rien de ça qui est arrivé. Puis là, mon beau-frère, il travaillait dans une grosse boîte, ça s'appelait General Motors de Beaubriand. Puis il me dit à moi, Tommy, ça te tente-tu de travailler? Moi, tous les fois, quelqu'un me disait travailler dans la vie, moi, je me pognais des oreilles, puis je me disais travailler. Non, je travaille pas. Moi, je ne fais pas. Hey, j'ai commencé à travailler à 12 ans, là, dans le champ, à monter des belles de foin, là, puis avoir des grosses soirs, puis travailler. Donc, moi, le travail, ça égale souffrance. Fait que moi, tout ce que je voulais faire, c'est de faire le party, c'est sûr. Mais par contre, plus ça avançait, plus... je gardais autour de moi ma table de cuisine, il y avait un 2x4 cloué en dessous pour le tenir en place. Ma frigidaire a commencé à m'assembler pas mal, elle était tout croche. J'ai ouvert le frigidaire, j'avais une cruche d'eau puis un sac de tabac dedans, t'sais. Fait que je disais, ça va pas trop bien, mon affaire. Fait que mon beau-frère, il dit, ah ouais, essaye-les. Si t'aimes pas ça, t'as qu'à lâcher la job, t'sais. Fait que, why not, mon peanut, t'sais. Fait que j'ai signé l'application, puis, t'sais,
ils disent, dans Alcooliques Anonymes, ils disent « Dieu fait pour nous ce qu'on peut pas faire pour nous-mêmes. » Mais lui, Dieu, il a fait ça pour moi parce que j'étais pas capable de le faire pour moi-même. Je crois ça sincèrement, comme je suis assis devant vous autres ce soir. J'ai signé ce papier-là. J'ai resté là 22 ans. La première fois que j'ai ouvert le chèque, j'ai fait ça. Hey, il me donne ça pour ça, tabarnak. C'est comme, alright. Parce que c'est pas parce que je suis pas travaillant, c'est parce que je voulais pas travailler. Mais je suis très travaillant. Tellement travaillant que j'ai eu un business meeting avec les boys en commençant, parce que moi, j'étais tellement speedé. Ben, je consommais encore, là. N'oublie pas, j'ai commencé à travailler, mais je consommais encore. Fait que je prenais des speeds, puis tout ça, puis là-bas, c'était une ligne de montage, puis t'avais juste un certain montant de temps de faire chaque voiture. Moi, je faisais la voiture, là, comme 30 secondes. Paf, c'était fini, puis là, j'attendais l'autre voiture, tu sais. J'étais comme, ouais. Fait que là, parce que les autres qui travaillaient là, les vieux, les vieux membres, les vieux travailleurs, les anciens travailleurs qui travaillaient là, qui se faisaient longtemps, les autres, ils lisaient le journal entre chaque voiture. Tu sais, t'es assis, bien tranquille, tournais la page, lisais le journal, là, ils viraient de bord, là, ils faisaient d'autres voitures. Moi, j'étais le même. Fait que je faisais d'autres voitures très, très rapidos. Fait que j'ai eu un business meeting à l'heure du break avec les vieux de travailleurs. Je disais, écoute, le jeune, là, si tu es capable de le faire, toi, là, il va nous donner plus d'ouvrage. Fait que reste tranquille, OK? Fait que je me suis fait peinturer mes bottines, j'ai fait couper mon cadenas, en tout cas, sorte d'affaires, là. Fait que j'ai resté tranquille, puis ça prenait 90 jours pour être dans le syndicat. Puis moi, je manquais beaucoup. À cause de quoi? Ma consommation. Je jouais encore de la musique, moi, les fins de semaine quand même, là. Puis je manquais souvent les vendredis puis les lundis. Fait que le boss, il me vient voir, il dit si tu manques encore, on va te mettre dehors. Fait que je dis OK. Le gars de syndicat, il vient me voir, il dit écoute, je peux pas te protéger là. Ben, il dit fais 90 jours, c'est drôle 90 jours, parce que tu sais, 90 jours, 90 meetings, là, tu sais pas. Il y a un lien là-dedans. Dieu, c'est un comique. Anyway. Fait que, il dit, fais 90 jours, puis après 90 jours, je vais être capable de te protéger. Tu vas voir. Fait qu'après mon 90 jours, Colin, comme de fait, il est arrivé avec un habit, avec un calepin, puis il me donne la main, il dit, bienvenue dans la gang. C'est la gang. Il dit deux affaires. Bats-toi pas, vole pas. Le reste, là, on va s'arranger. C'était la vraie mafia, je te dis. C'était quelque chose, cette place-là. Ça, GM, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais là-dedans, là, tu pouvais avoir n'importe quoi. Name it. Là, tu vas dans ce secteur-là, tu vas avoir des 71. Va dans ce secteur-là, tu vas avoir du H. Va là-bas, tu vas avoir du LSD. C'est pas pour rien qu'ils ont créé le programme d'aide aux employés à un moment donné, t'sais. Ça a été créé en 1984. Je sais l'année parce que l'assurance maladie du Québec, il a reconnu l'alcoolisme comme une maladie. Fait que c'est pour ça que les grosses usines comme Ford, GM, General Electric, toutes ces grosses compagnies-là, ils ont eu le programme d'aide aux employés. Fait que c'est de même, je vous connu. Après certaines années je suis très chanceux de l'avoir gardé cette job-là parce que j'ai dépensé tout mon argent. Tout mon argent allait dans la consommation. Puis je gagnais un bon salaire, là. Puis là, l'envie puis la comparaison commence à embarquer. Là, je vieillis. J'ai 28, 29 ans. Tiens, là, je commence à comparer avec les autres hommes dans l'usine. On va dire que c'est des affaires matérielles, mais c'est quand même, je veux dire, ça prend des affaires matérielles dans la vie, Là, je voyais qu'il y a des maisons, des chalets, des skidoo, il y allait en voyage. Et moi, je promenais avec un chavette puis un beigne dessus, là, tu comprends-tu? C'est comme, ça va pas trop bien, mon affaire, là, Puis je reste dans un sous-sol d'un toit et demi, là, Mais par contre, j'ai rencontré une fille dans ces années-là. Elle s'appelle Mireille. C'est la mère de mon gars. Mon gars, il va avoir 42 ans, c'était moi ici. Puis lui a vécu mon alcoolisme. Il s'appelle Randy. Lui a vécu mon alcoolisme, puis c'est ça. J'ai arrêté de boire le 11 novembre 92. Fait que lui, il avait 13 ans quand j'ai arrêté de consommer.
Fait que j'ai passé par le programme d'aide aux employés. Nommé Gaston Bay, il est bien connu dans le mouvement. Je suis capable de dire son nom. Il est bien connu. Il m'a aidé, c'est ça, il m'a envoyé dans une maison de détox pour 28 jours. Fait que j'ai passé 28 jours dans une maison de détox. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ça, là, faut que je compte ça. Je m'en rends compte aujourd'hui, avec les années après, que ma puissance supérieure, c'était l'alcool. C'était ça, ma puissance supérieure. C'est ça qui m'aidait à fonctionner dans la vie. Sans ça, là, j'étais pas capable de fonctionner. Puis quand je suis arrivé dans le détox, là, j'avais plus de consommation, là. Puis moi, j'étais un coquet en plus, fait que j'étais très paranoïaque. Tu sais, j'étais un gars paranoïaque. Fait qu'il me disait, je rongeais les coins, je tournais les coins, je me collais sur le bord du mur, puis je rongeais les coins, puis je regardais s'il y avait du monde. Tu sais. C'est les autres qui m'ont dit ça, moi, je me voyais pas. Puis, ça m'a pris à peu près une semaine et demie avant juste de dire « Salut, hello ». Parce que j'étais tellement poigné, tellement emballé de moi-même, peur. J'avais pas mon substance pour m'aider à fonctionner. Fait que je me suis tombé dans le gouffre, là, dans le vide, là, puis la première fois puis comme je te dis, moi, je suis anglophone, mais j'ai fait mon thérapie en français. Je parlais quand même assez bien français pour le faire. Puis je me souviens, la première fois que mon intervenant, il m'a demandé... il m'a juste posé une question. Une journée, on est assis comme on est ici dans le studio. Il est assis en face de moi, puis il dit « Tommy, comment tu te sens aujourd'hui? » Moi, je me suis levé le bras, là, puis j'ai fait ça de même. Je me suis senti en dessous des bras, puis j'ai dit « Je me sens pas pire. » Pour le vrai, là, c'est une vraie histoire, là. Mon père m'a jamais demandé ça, là. Ma mère m'a jamais demandé ça. Le prof m'a jamais demandé ça. Mon boss m'a jamais demandé ça. Il y a personne qui m'a demandé dans la vie que moi je me sentais, là. Fait que c'était comme une question, fuck, what the fuck, de quoi tu parles, là? Mais je comprends rien. C'est ça. OK, Tommy, on va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire. On va revenir tout de suite après. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Alors, c'est drôle un peu ce que tu nous dis, Tommy, mais c'est pas drôle. Non. Alors, je vais te laisser poursuivre ton message. Merci. OK. Fait que c'est ça, ouais. C'est parce que j'avais de la misère à comprendre. C'était juste ça. Je catchais pas ce qu'il voulait dire. C'est alcoolique anonyme, c'est un nouveau langage, c'est un nouveau mode de vie. Puis j'ai appris avec vous autres des façons de m'exprimer. Justement, comment tu te sens, Tommy? Je suis capable de dire comment je me sens pas bien, ou j'ai de la tristesse, ou j'ai de la peine, ou j'ai de la colère, j'ai du ressentiment. Tu sais, toutes ces mots-là, mais il fallait que tu me l'expliques ce que ça voulait dire, là, Colin. Fait que je l'ai appris, c'était quoi, puis... Mais, fait que c'est ça. Fait que j'étais arrivé avec vous autres, puis quand j'ai sorti du détox, ben j'ai commencé à faire du meeting, puis j'en ai fait 3 fraternités, parce que où ce que je restais, il y avait du AA, CA, puis NA. Moi, je me suis accroché à Narcotique Anonyme pendant 13 ans. Puis, à un moment donné, après, je dirais, 10 ans, j'ai pris mon gâteau de 10 ans. J'ai pas pris mon gâteau d'11 ans, ni de 12 ans, ni de 13 ans. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'ivresse mentale. C'est quoi l'ivresse mentale? En anglais, on appelle ça dry drunk. Un alcoolique sec.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je faisais plus ce que j'avais à faire. Je faisais plus de meetings. Je m'impliquais plus. J'appelais plus les membres. Je me suis comme, je sais pas, ça c'est mon expérience à moi, là. C'est comme je me suis écœuré, j'étais tanné d'aller faire tout le temps le meeting, tout le temps la même chose, c'était tout le temps la même histoire, tout le temps. J'avais l'impression que j'avançais plus. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me suis accoté sur l'ego, sur l'argent et le prestige. Moi, j'ai joué la musique dans Narcotiques Anonymes. J'ai joué dans des congrès et tout ça. Puis moi, quand je suis sur un stage, mais je me sens vivant. Très, très vivant. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais là, à un moment donné, il y avait plus de ça. Il y avait plus ce plaisir-là. Puis là, je suis chez moi. Puis le téléphone sonne, puis je fais plus de meeting, là. Ça fait des mois, puis des mois, puis des mois, je fais plus de meeting. Le téléphone sonne. Puis c'est mon ancienne gang de la Rive-Nord. C'est des musiciens que je connaissais dans le temps de mon actif. Ils m'appellent, Tommy, on a besoin d'un drummer. Notre drummer a chié des mains. Ça te tente-tu de faire un show ce soir? Pas ce soir, mais en fin de semaine. Je dis, ben oui, why not? Fait que c'est le même que ça a commencé. J'ai retourné dans les clubs. En passant, je veux juste vous dire, après 13 ans de sans consommer, dans le club, moi j'étais un gars de club, la seule affaire qui a changé dans le club, c'était le calendrier. C'était ça, juste ça qui a changé. Je vous dis tout de suite. Pour ceux qui pensent que ça a changé, là, t'as encore le barmaid qui t'a naillé du bar. C'est pas le même barmaid, mais elle a toute une paire, là. Puis elle veut avoir ton argent. Puis il y a 2 gars au bout du bar, là, puis ils ont quelque chose dans les poches. Puis ça n'a pas changé. J'en revenais pas. Les visages ont changé, mais le setup était pareil. Fait que je joue la musique pendant un bout de temps, mais moi, je suis sur le contrôle. Je contrôle mon abstinence, autrement dit. Fait que là, à la fin de la soirée, shooter pour le band, ça aussi, ça n'a pas changé. Puis moi, je suis là avec mon café ou mon Coca-Cola, puis je suis là, non, marché! J'ai les veines qui sortent du cou, là, tu sais, c'est comme... Ça va pas trop bien, mon affaire. Fait que j'ai rejeté. J'ai rejeté après 13 ans et demi. J'ai parti 4 ans. J'ai retourné à même endroit où j'étais en 92 quand j'étais arrivé. Ça, c'était en 2005 quand j'ai rejeté. J'ai fait une autre faillite. C'était la même chose. Il nous avait dit en thérapie, quand tu parques ton char dans le garage, puis c'était 60 000 km dessus, après certaines années, tu le prends, ça tombe pas à 0. Mais il y avait raison. Quand j'ai pris mon auto, il y avait 60 000 km dessus, puis j'ai parti à la même place où j'étais. Mais par contre, ça c'est très important que je vous dise ça, comment je suis revenu. J'avais peine de misère à revenir. First, l'ego. Je dis, il va rire de moi, il va me juger. Je me jugeais moi-même, fait que c'est sûr qu'il va me juger. J'ai tout scrappé mes années. En tout cas, c'était pas le marteau, c'était le coup de masse que je me donnais tout le temps. J'essayais de revenir. Je pognais un mois, des fois 3 mois, ça marchait pas, je ressortais. Mais le 6 juillet 2009, je m'en vais dans un meeting ça s'appelle Midi Rosemont. Puis il y avait un gars là il était tout le temps là. Ce monsieur-là, il s'appelait Dédé. Puis lui, il me faisait tout le temps des câlins, puis il me faisait tout le temps des babayes, puis il y avait le Parkinson's. Puis il shakeait, puis c'était un vieux membre, là, puis t'as full amour, cette membre-là. Mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé cette journée-là. Je me suis éclaté dans ses bras. Il m'a serré dans ses bras. Je pleurais comme un enfant. Je dis, fuck, il est tout scrappé. Il dit, ben non. Il dit, t'as pas scrappé. Il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, si tu pognes ton char, là, puis tu t'en vas à Québec, là, tu pars de Montréal, tu t'en vas à Québec, tu pognes un flat à Trois-Rivières, là. Tu retournes-tu à Montréal pour le changer? Je dis, ben non. Ben non, tu sais, mais il dit, c'est ça. Il dit, vas-y, continue, tu vas continuer. Hey, avec ça, là, je me suis levé, j'ai été chercher mon jeton du renouveau, puis j'ai pas eu soif depuis ce temps-là. C'est comme, wow. Mais par contre, je sais c'est quoi de rejeter. Je sais c'est quoi. Ça va pas dire que je suis pas à l'abri, ça va pas dire ça, mais je sais que aujourd'hui, Tommy, il faut qu'il fasse sa littérature. Il faut qu'il aide le nouveau. Il faut que je m'implique absolument.
comme je fais à soir. Je suis impliqué à deux meetings. J'ai un meeting de partenance. C'est très important d'avoir un meeting de partenance pour moi, en tout cas, où ce que je me sens comme la gang, on est le nous ensemble. Je fais de la littérature dans un des meetings. J'ai fait, j'étais parrain de groupe à un moment donné dans un autre meeting. J'ai fait tous les postes sauf RG, ça. Je suis pas trop bon dans l'écriture pis tout ça. Je sais pas. Faudrait que je la fasse un moment donné. Trésorier, je sais pas compter, fait que j'ai pas fait celle-là. Mais les autres, je les ai faites, là. Fait que ça m'aide beaucoup de redonner. Mais cette année, c'est une année je vis du détachement cette année, dans mon 15e année. Mon gars de 41 ans, il a décidé. Il a trouvé de l'amour à l'autre continent de la planète, aux Philippines. Fait que, au mois de juin passé, je l'ai amené à l'aéroport, puis aujourd'hui, mon ego, il est plus là. Je veux dire, j'ai plus cet ego-là que j'avais. J'ai comme parti à pleurer, je le serrais devant tout le monde, je t'aime, puis ça faisait mal là, de le voir partir dans la foule, tu sais, c'était comme je le verrai plus jamais, mais c'est pas vrai, je sais que je vais le voir encore. Puis merci mon Dieu, aujourd'hui on a FaceTime et tout ça, on jase presque tous les jours, tu sais. Puis ma fille elle reste avec moi, ça fait 4 ans et demi qu'elle reste avec moi. Puis elle s'en va, là, le fin mois de mars. Fait que ça va être un autre détachement. C'est tous des détachements que je vis, puis ça fait mal. Ça fait mal. C'est pas fun. Lynn, on a déjà en parlé, moi, de ça. Ça fait du bien d'en parler. Puis je sais que je suis pas tout seul. J'ai déjà passé du temps tout seul. Mais, je sais pas, bang de même. Puis j'étais dans une relation toxique aussi, à un moment donné, mais la sexualité était très bon, on va le dire, honnêtement, une rigoureuse honnêteté. Sauf que c'était très toxique. Il fallait que je m'enlève de là. Puis c'est ça. Moi, qu'est-ce qui se passe avec moi aujourd'hui, c'est que je redonne. C'est Willy, mon parrain, il dit, tu vis ça? Redonne. Continue à redonner. Redonne. Ça va t'enlever la mousse de ton nombril. Il parle du mousse nombril. Le moi, là, tu sais. Mais c'est pas évident, tu sais, c'est comme... C'est pas évident de vivre ça, surtout quand c'est famille. C'est quelque chose, tu sais. Je me fais... J'ai la misère de vivre mon moment présent quand je suis avec ma fille à la maison. Parce qu'elle est là, tu sais. Elle est là présentement. Mais là, elle s'en va travailler ou elle s'en va. Là, c'est vide dans la maison. Je dis, dans quelques semaines, ça va être vide complètement. Là. Elle sera plus là pour le bon. Fait que je pogne des downs. Fait que je pogne le téléphone. On va faire un meeting. Je fais de la littérature. Je parle avec mon ami. Fait que c'est de même ça marche. Puis c'est juste pour aujourd'hui tout le temps. C'est par expérience. Je peux dire que je suis un vieux membre, fait que par la référence du passé, je sais que tout finissent par passer. Tout finit par passer. Je sais. Ben quand je suis dedans, c'est comme on dirait que le temps est comme un ralenti. Au lieu de faire on dirait que ça fait c'est comme ça. C'est comme c'est longtemps là. Fait que c'est ça, faut que je me tienne occupé puis j'ai hâte. Moi je fais des armes. Moi, j'étais fucké un peu. Moi, je fais des tomahawks puis je fais des couteaux. Fait que j'ai hâte que le beau temps arrive, là. Je vais commencer à forger bientôt, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire. Merci pour cette occasion-là de partager avec vous autres. J'espère que j'ai pu aider quelqu'un dans la gang. Juste te dire que c'est insidieuse, la maladie. C'est vraiment insidieux. Faut vraiment être toujours vigilant puis de garder ça près de toi. Près de toi, le mode de vie. Très proche de toi. Parce que c'est insidieux. Ça peut te pogner comme ça. Ok, mon nom, c'est Tommy, je suis un alcoolique. Merci. Merci, mon ami. Wow. Magnifique message. Je tiens à remercier tous les participants de cette émission. À cette émission, Tommy, premièrement,
partageux. Moi, j'appelle ça des partageux, pas des conférenciers. Les auditeurs, l'équipe, Patrick au son, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.